dire sur cette question-là, c'est d'abord de faire le lien entre justice climatique et inégalité sociale. Alors, je vais dire quelques chiffres et je vais peut-être aussi répondre en quoi ces chiffres, justement, nous permettent de penser l'interaction entre les inégalités sociales et la crise climatique et aussi de penser les solutions à venir. Peut-être première chose, c'est l'ensemble des gaz à effet de serre sont produits, et c'est ceux évidemment qui produisent le réchauffement climatique, mais tout le monde n'est pas responsable de la même manière de la production de gaz à effet de serre. Donc une chose qu'on dit souvent, mais qu'il est important de rappeler, c'est que les plus pauvres de la planète sont celles et ceux qui ont le moins participé au changement climatique, mais qui pour autant sont les personnes qui vont le plus en souffrir et qui par ailleurs vont devenir beaucoup plus vulnérables au changement climatique parce qu'ils vont vivre des événements météorologiques extrêmes. Je donne un exemple très concret, c'est la question par exemple des peuples des Maldives. Donc les peuples des Maldives, c'est une petite île qui se trouve dans l'Asie, dans le Pacifique, et qui en réalité, depuis 2009, se battent pour faire reconnaître le fait que le maximum qu'on peut atteindre comme réchauffement de la température, c'est 1,5 degré. Alors ils ont fait énormément d'actions, ils ont fait des actions très connues. Il y a eu un conseil des ministres qui était sous l'eau à l'époque, en 2009, justement pour montrer, à un moment donné, c'est ça qui va leur arriver si jamais le réchauffement de la température va au-delà de 1,5 degré. Et bien ce peuple des Maldives, si on regarde leur mode de consommation, la façon dont les personnes vivent et le fait qu'ils n'ont pas fait la révolution industrielle, ce sont finalement des populations qui vont le plus souffrir de la hausse du niveau des mers, mais qui n'ont pas contribué au réchauffement climatique. Donc quand on regarde un peu les émissions de gaz à effet de serre, on se rend compte que les 10% les plus riches de la planète sont en fait celles et ceux qui émettent le plus de gaz à effet de serre. Donc il y a un lien immédiat entre la richesse d'une personne, entre ce qu'elle possède, sa manière de vivre et de consommer, et le fait qu'elle pollue et qu'elle participe au changement climatique. À l'inverse, il y a un lien inverse, puisque 50%, donc la moitié de la population mondiale, ne produit en réalité que 10% des gaz à effet de serre. Donc cette grande injustice climatique et cette question des inégalités sociales se renforcent l'un à l'autre. Et je vais peut-être aussi donner des exemples belges, parce que je pense que c'est intéressant de se remettre dans le contexte belge. Donc j'ai quelques chiffres sur le contexte belge. Quand on regarde en Belgique, en fait, les 10% des Belges les plus riches, en fait, polluent et produisent plus de gaz à effet de serre que la population de la Hongrie, de la Finlande et du Danemark et de la Suède réunis. Donc, c'est énorme en termes d'empreinte écologique. Et par ailleurs, la question du changement climatique, évidemment, nous sommes toutes et tous dans le même bateau, mais nous n'allons pas subir exactement les mêmes effets. Un exemple très précis en Belgique, on mesure directement la crise climatique de plus en plus par la multiplication des sécheresses, par le fait la multiplication des canicules, des étés très chauds. Bon, évidemment, quand on est en mai comme maintenant, c'est un petit peu difficile de le ressentir, mais je ne doute pas qu'on va avoir encore une année très chaude. Concrètement, l'effet des canicules n'est pas le même pour tout le monde. Si vous vivez dans un logement social dans lequel vous êtes au dernier étage, qui n'a pas accès à un jardin ou à une terrasse, c'est évident que les canicules vont vous affecter de manière plus forte. Si vous travaillez à l'extérieur comme ouvrière, ouvrier agricole, ou dans le bâtiment, ou dans tout ce qui est, en tout cas, sur les autoroutes et autres, vous allez vivre les canicules de manière beaucoup plus violente que des personnes qui se retrouvent à l'intérieur d'un bâtiment dans lequel il y a une forme de climatisation ou autre. Donc ça, je pense que c'est l'élément central de montrer que les inégalités sociales renforcent aussi le changement climatique et l'émission des gaz à effet de serre. Peut-être autre élément, c'est que penser cela, ça nous permet aussi de penser les solutions. Et donc pour Greenpeace, depuis maintenant plusieurs années, il y a un enjeu qui est très clair pour nous, c'est ce qu'on appelle la transition juste. Ça veut dire que pour être capable de faire face au changement climatique, on va avoir besoin de changer de modèle radicalement, laisser les énergies fossiles dans le sol, avoir une société qui soit capable d'être décarbonée, ça je reviendrai peut-être après, mais qui ne laisse personne sur le carreau. Et donc ça, c'est une question centrale, c'est comment est-ce qu'on va avoir des politiques climatiques ambitieuses qui, en même temps, soient capables d'accompagner tout le monde et ne pas laisser des gens sur le carreau, sur le bord de la route. Et donc, évidemment, pour tout le monde, c'est un peu le mouvement des Gilets jaunes en France qui a réveillé cette question, comment est-ce qu'on pouvait travailler la question environnementale, la question sociale. Mais c'est historique, ça remonte même bien avant, puisque la question de la transition juste a été défendue par des syndicalistes dans les années 90, des syndicalistes qui se posaient déjà la question à l'époque, et ils se posent de manière encore plus crue, comment est-ce qu'on va faire pour les travailleuses et les travailleurs des entreprises des énergies fossiles? Comment est-ce que nous allons faire pour que ces personnes, à un moment donné, puissent continuer à avoir un emploi? Et je pense que c'est une question
qui fait écho en Belgique, parce que si vous êtes comme moi je suis arrière-petite-fille mineure, si je suis arrière-petite-fille mineure, ça veut dire que je viens de la région, pas moi, mais mes grands-parents, venaient de la région du Hainaut. On a connu une époque en Belgique dans laquelle, à un moment donné, une transition économique a amené un chômage massif. Donc la question centrale maintenant, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir construire des politiques sociales, accompagner de politiques climatiques pour ne laisser personne derrière et être capable justement de ne pas avoir de désert économique et ne pas avoir non plus un désert climatique. Et donc cette question-là, je pense qu'elle est centrale pour l'avenir et qu'elle est en plus une question qui est porteuse d'espoir parce que les estimations les plus basses parlent en fait de 6 millions d'emplois perdus si on s'oriente vers des politiques climatiques ambitieuses, mais de 24 millions d'emplois qui seraient créés dans le monde. Et en Belgique, on parle de création de 80 000 nouveaux emplois. Des emplois plein de sens, des emplois dans les énergies renouvelables, des emplois dans l'isolation des bâtiments, des emplois dans le transport public, donc des emplois aussi plein de sens qui ne détruisent pas la planète, mais qui peuvent aussi être des emplois dignes et reconnus et valorisés aussi par celles et ceux qui, comme nous, voulons un avenir. Voilà, je pense que j'ai répondu sur cette question-là en donnant quelques éléments en quoi ces deux questions sont intimement liées et nier l'une, nier l'autre, c'est malheureusement ne pas offrir de solutions qui permettront à tout le monde aussi de s'engager dans cette transformation sociale et cette transformation environnementale.